Bonjour, est-ce que le son fonctionne? Comment c'est? Si vous pouvez répondre dans le chat ou hop, c'est bon, parfait. Merci. Donc, merci beaucoup en tout cas. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à l'utilisation des ressources locales en histoire-géographie. Donc, ce webinaire, hop, on va partager tout de suite. Donc, j'ai ça en écran. Hop. Donc, ce webinaire, donc, hop, partage après. C'est bon. Hop, hop, partager. Alors, c'est bon. Donc, hop. Alors, ce webinaire, donc, il a été voulu, il a été pensé à partir d'un, comment dire, à partir d'une formation qui existe depuis plusieurs années dans l'Académie de Créteil, hein, qui est menée par Élodie Taillé et Diane Chamduc de Saint-Pulgent. Et nous avons décidé de le, comment dire, de le développer pour finalement lancer aussi une dynamique de réflexion, une dynamique de formation, hein, sur l'usage de ces ressources locales. Et donc cette dynamique qui, évidemment, serait en lien avec le contexte de chaque établissement et avec finalement le contexte de chaque, comment dire, de chaque bassin, de chaque secteur où vous êtes, hein. L'idée, ce serait qu'à partir de ces éléments-là, vous puissiez vous inspirer des ressources qui vont vous être montrées pour avoir, par exemple, l'opportunité sur tel ou tel endroit de dire, ah oui, je pourrais exploiter cela avec ces démarches et quitte ensuite à échanger avec les formateurs qui seront présents et qui vont vous présenter leurs travaux. Donc, outre les deux collègues que nous avons cités, Fabienne Montagnier, euh, qui est donc professeur à Stein dans l'Académie de Créteil et qui est aussi professeur relais aux Archives nationales, Romain Thomas, qui est professeur à Saint-Denis, à De Geter, j'étais avec votre collègue. Et donc, euh, Séverine Hainaut, donc, qui est prof aux Ours-la-Ferrière, collège Ours-la-Ferrière. Donc, vous avez, on a voulu aussi des environnements et des lieux différents de l'académie, dans les différents départements de l'académie, dans différentes situations, évidemment, évidemment, entre Ours-la-Ferrière, Aubervilliers, c'est pas le même environnement, mais justement pour montrer comment on peut rendre vivantes des cours d'histoire-géographie avec les ressources locales et pour développer aussi des démarches d'enquête qui sont particulièrement porteuses. Donc je laisse mon collègue Pierre Nesplet de compléter le propos. Voilà, merci de vous être rendu disponible pour cette formation, effectivement. Je vais être très bref. Nous avons organisé ça en 3 temps qui vous seront présentés essentiellement par les collègues. On va très vite leur céder la parole de façon à ce que ce soit des exemples concrets du terrain qui soient avancés. Le diaporama et le webinaire d'aujourd'hui seront complétés par un digipad sur lequel vous trouverez différentes ressources, y compris le PowerPoint d'aujourd'hui. Donc, si vous n'arrivez pas à noter quelque chose, il n'y a pas de difficulté, vous retrouverez tout en ligne et on en mettra évidemment l'adresse sur le site académique de façon à ce que ce soit accessible à tous. On vous laisse tout de suite la parole. Ouais. Venez là. Vous pouvez venir là, ce sera plus simple.
Bonjour à tous. Donc, on va tout simplement commencer par voir ce qu'on entend par ressources locales. Et en fait, ce qui va être compris dans ressources locales, ça va être vraiment au sens large. Tous les acteurs, les sources, les matériaux d'un territoire qui peuvent nourrir notre réflexion d'enseignant et qui peuvent enrichir nos pratiques pédagogiques et didactiques. Donc, ça va être les élèves, les personnels de l'établissement, les proches qui vivent sur le territoire, tous les habitants et habitantes du territoire passé et aujourd'hui, les acteurs locaux, les associations, tous ceux qui peuvent agir sur le territoire, les lieux emblématiques du territoire, mais pas seulement emblématiques. Donc, ça peut être des paysages, des monuments, mais aussi du patrimoine moins emblématique, du patrimoine industriel, culturel, mémoriel. Et enfin, tout ce qui va être archives matérielles et immatérielles. On va dire que c'est local parce qu'elles vont s'inscrire sur un espace donné, un territoire à géométrie variable qu'on peut définir comme un espace géographique. Donc, quand vous allez travailler avec vos élèves, il va falloir se poser la question des frontières, par exemple, de cet espace. Un espace qui est ancré dans le temps, donc avec une histoire des habitants, de l'urbanisation. C'est aussi un espace qui a une identité. En fait, c'est un territoire donc, qui va être un lieu d'appartenance. Et donc, on va se poser la question aussi avec nos élèves sur ce qui crée ce sentiment d'appartenance. On va également interroger les acteurs, les différents acteurs qui peuvent être sur ce territoire et quelle représentation on a de ce territoire, puisque les élèves, eux aussi, ont une représentation de leur territoire qui n'est pas forcément la même que celle que le reste de la population peut avoir. Donc, on va s'interroger sur les représentations, notamment quand c'est un territoire qui est lié à des clichés, qui va être plus ou moins dynamique, qui va être peut-être parfois perçu comme un espace de pauvreté et de violence. Donc, l'idée aussi, c'est un peu de revaloriser ces territoires. Et on verra comment on peut associer toutes ces questions à nos programmes et comment on peut voir les notions de nos programmes à travers le territoire local et les ressources locales. Donc, on va se demander maintenant pourquoi enseigner avec les ressources locales. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est en gros quelle plus-value pour nos élèves que d'enseigner avec les ressources locales. Donc, le premier objectif, hein, c'est de développer l'appétence des élèves pour l'histoire, la géographie et le MC. Alors, d'une part, parce que en s'appuyant sur les ressources du territoire, on peut motiver, impliquer les élèves par la pédagogie de projet. Et donc, c'est vrai que le territoire peut être le lieu de la construction de projets multiples, aussi bien des concours, par exemple, de s'engager dans des concours, notamment sur la résistance et la déportation, mais aussi sur d'autres concours de ce type. Et plus généralement, la pédagogie de projet, ça peut être des podcasts, ça peut être des balades urbaines, ça peut être des vidéos. Par ailleurs, deuxième intérêt, c'est donner à voir la complexité et incarner les programmes par la micro-histoire et la géographie locale. Donc, en gros, l'idée, c'est de partir de parcours individuels ou familiaux qui sont explorés donc, dans toute leur richesse, leur diversité, leur complexité, et à la fois dans ce qu'elles peuvent avoir de représentatif ou au contraire d'éloigner du cas général. Et donc, c'est une manière d'incarner l'histoire scolaire par des trajectoires individuelles qui sont peut-être plus parlantes pour les élèves. Et pareil pour la géographie. Ensuite, évidemment, rendre les élèves acteurs de leurs enseignements par la démarche d'enquête historique et géographique. Donc justement, ce qui va permettre aux élèves de comprendre la notion d'acteur, de comprendre les enjeux d'aménagement, les évolutions urbaines, sociologiques, historiques de leur espace, etc. Et donc l'idée, c'est d'initier les acteurs aux archives et à toute une série de ressources locales, aux témoignages, à l'histoire orale, en utilisant justement les ressources locales. Enfin, donc, favoriser l'appropriation du territoire des élèves par les 10 élèves. Donc, on se rend compte, hein, en discutant avec nos élèves, que beaucoup ont une connaissance très approximative, voire nulle, de leur environnement local, et à la fois de sa géographie et de son histoire. Et du coup, ça crée un peu des hiatus entre les enseignements qu'on leur livre à l'école et leur vie quotidienne. Et donc là, l'idée, c'est justement de partir du territoire pour ancrer les élèves dans leur territoire, pour qu'ils s'approprient leur espace, qu'ils s'approprient l'histoire et la géographie de ce territoire. Et ça permet, évidemment, en plus de développer
leur appétence, ça permet d'en faire des acteurs de leur territoire, de leur ville, de leur campagne éventuellement, et des acteurs, donc, ça, évidemment, avec l'enjeu de la citoyenneté. Donc, je passe la parole à Romain pour un exemple concret. Merci. Moi, j'ai décidé de mettre en avant ce propos dans l'activité en EMC par rapport au paysage urbain, tout simplement du collège. Avec les quatrièmes, on travaille sur les discriminations et discriminations visibles dans le quotidien, en fait, tout simplement. Le thème s'est accentué autour de 3 séances, avec une première séance en classe très classique sur les différentes discriminations, et ensuite j'ai organisé une balade urbaine dans le quartier pour voir les discriminations à l'encontre envers les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, donc un type de discrimination dont on entend peu parler et pourtant tellement visible dans le paysage urbain. Donc, on a organisé ça autour d'une activité qu'on a menée donc, à l'extérieur. Au préalable, une autorisation de sortie a été faite. Ça dure juste 1 heure de cours et c'est vraiment accessible en 30 minutes seulement, avec l'idée de relever toutes les difficultés avec un fauteuil roulant qu'on a emprunté à l'infirmerie, et les aménagements qui, eux aussi, ont été faits dans le paysage urbain de Saint-Denis. Donc, voilà pour les différentes étapes de la balade urbaine. Donc, on a tout un parcours qui a été réalisé en passant de la boulangerie à la mairie, etc. Et le retour en classe va se faire avec une mise en commun lors d'une 3e séance où on va répertorier les difficultés qui ont été relevées dans un tableau et les aménagements qui ont été relevés. Ça a pu également permettre aux élèves de se rendre compte de choses extrêmement étranges, dans le sens où un bouton d'appel pour les PMR est placé à 1 mètre après une marche. Donc, et pourtant, c'est quelque chose qui est à 2 minutes à pied de chez eux et ils ne l'avaient jamais vu. Et donc, le but ultime est ensuite de transformer ce tableau en une lettre pour réutiliser aussi les codes de la lettre officielle, une lettre qui va être adressée à l'élu chargé de la ville inclusive de Saint-Denis, une lettre qu'on a ensuite réalisée et envoyée à la mairie. Donc ça, je l'ai fait l'année dernière, on n'a toujours pas eu de réponse. Mais bon, au moins, ils se sont un petit peu impliqués dans tout ça. Alors, vraiment, le but, c'est, comme vous l'avez compris, c'est de lutter aussi contre le décalage entre les savoirs scolaires, le savoir scientifique et le vécu des élèves. On remarque souvent en tant qu'enseignant dans nos classes que les élèves ont des difficultés à faire des liens entre ce qui est fait en classe et leur vécu ou leur ressenti. Donc, les contenus des cours peuvent apparaître parfois pour les élèves un peu hors sol. Et c'est pourquoi utiliser la géographie et l'histoire du territoire, ça peut être un moyen de donner du sens aux apprentissages et aux savoirs scolaires. Et donc, on va essayer d'incarner et d'inclure l'histoire et la géographie locale à l'histoire géographie scolaire. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Donc là, on a vu première piste pédagogique. Et par exemple, là, vous avez aussi l'utilisation des grands aménagements liés au Grand Paris. Donc là, les élèves en 3e ont travaillé sur la future gare de Villejuif, ce qui est juste à côté de l'établissement. C'est vraiment dans le parc dans lequel ils traînent à la sortie des cours. Donc pour eux, c'était vraiment très parlant de travailler sur cette gare, et ils ont pu, à partir de leur représentation, j'ai pu soulever tous les questionnements liés au conflit d'usage, liés à la gentrification, puisque eux-mêmes vivent cette situation, et ça a pu permettre une entrée dans le chapitre et dans le programme sur les aires urbaines ou sur les aires urbaines, pardon, ou sur les grands aménagements du territoire. Voilà. Donc ça, vous pouvez avoir aussi d'autres pistes sur les Jeux Olympiques 2024, sur les espaces productifs, toutes sortes de pistes liées aux aménagements actuels. Notre territoire est très très riche pour ça. Bien, je prends le relais, donc Fabien. Bonjour à tous. Donc maintenant, on peut s'interroger sur la question de la trame géographique et la trame chronologique. Et il est vrai, sur ces ressources locales, l'espace vécu des élèves, ça nous permet d'aborder aussi une démarche, de s'ancrer dans une démarche géohistorique et de donner naissance dans un temps relativement long aussi au territoire de proximité des élèves. Alors,
c'est vrai qu'en premier lieu, je pensais finalement à on peut même aborder les temps les plus éloignés, les plus longs, avec la question de la proto-histoire. Et je pense notamment aux sources archéologiques. Et c'est vrai qu'à Saint-Denis, par exemple, on a des instituts et on a l'unité archéologique de Saint-Denis qui est présente. Il y a également, pour notre académie, l'archéosite de la Haute-Île, qui permettent d'aborder ce temps long et qui peuvent être aussi des ressources de proximité et des ressources locales, et qui permettent d'apporter des connaissances dans un temps long, mais actuel, du coup, au territoire. Voilà. Et il y a également tout le programme de fouilles qui est enclenché à Saint-Denis, avec tout le programme autour aussi de la basilique, qui donne sens, du coup, à ces territoires dans un temps plus ou moins long. Voilà. Et je voudrais, diapo suivante, revenir cette fois sur un temps long toujours, mais un petit peu plus court que la proto-histoire. On peut aborder la période médiévale. Donc là, je pense notamment au programme de 5e avec les campagnes de l'Occident médiéval. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant de replacer les territoires de vie de nos élèves sur cette période médiévale et sur un temps long, et de leur montrer toutes les modifications des paysages, évidemment. Alors là, ici, vous avez un document d'archives qui est accessible sur le site des Archives nationales, donc la salle de lecture virtuelle des Archives nationales. C'est un document qui peut être utilisé, alors, même si évidemment, venir consulter le document original est toujours mieux, mais c'est un document qui peut être utilisé et travaillé en salle informatique ou à partir d'autres salles si vous êtes équipé de vidéoprojecteurs. Ici, vous avez donc un document qui est un plan donc N3 Seine de l'ancien département de la Seine. Alors, c'est un plan qui est du 18e, qui est plus récent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des copies successives de plans qui remontent au XIVe siècle. Et à travers une approche toponymique et odonymique, en partant, donc là, c'est l'activité que je fais avec mes élèves, en partant par exemple de l'observation aujourd'hui des noms des quartiers, des noms des rues actuelles, en faisant ressortir des éléments comme Moulin, Moulin Neuf, Prêtresse, Clos, etc. Et bien, en faisant le parallèle avec ce document d'archives, on va retrouver donc des éléments qui vont nous permettre de travailler sur la question de la seigneurie. Alors, par exemple, ce document, on le retrouve sur la base de données donc, des Archives nationales en entrant simplement les mots. Donc, il y a un moteur de recherche, Fief, Stein. Et en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que du coup, ça va permettre d'aborder des notions qui sont relativement complexes, comme la notion de féodalité, mais en fait, en se plaçant, donc, comme le disait Monsieur Chassan tout à l'heure, sur une démarche un petit peu d'enquête, du coup, les élèves vont pouvoir déconstruire et comprendre ce qu'est une seigneurie, comment elle s'organise. Donc là, c'est une activité que je fais sur 2 heures, donc en salle informatique, en 3 temps. Les classes, donc la classe est divisée en différents groupes, et ils font un travail complémentaire et qui leur permettent de réaliser à la fin un croquis de paysage, enfin un croquis de synthèse, pardon, qui est du coup va donner sens à cette notion de seigneurie. Voilà. Toujours entre ce va-et-vient entre le territoire actuel et ce que c'était avant. Donc en se replaçant sur une démarche un petit peu inductive et une pédagogie collaborative. Voilà. Compétences d'enquête, Monsieur Chastan, c'est à vous. Oui, on peut passer après. Non, excuse-moi. Non, l'intérêt des compétences d'enquête, si vous voulez, ce qui me semble vraiment important, j'irai vite parce qu'il faut qu'on reste avant tout sur les exemples, c'est que avec ce genre de fonctionnement, c'est un double intérêt. Déjà, vous faites vivre véritablement le territoire aux élèves. Donc, évidemment, Claude Saint-Lazare a un petit peu changé depuis l'époque de la seigneurie. Mais je trouve que ça donne l'idée des compétences d'enquête, c'est vraiment de donner un fil au niveau des cours. C'est-à-dire qu'on peut voir des éléments dans les cours qui sont très intéressants, qui sont très avancés, mais parfois pour les élèves, les liens qui se font entre les éléments du cours n'est pas toujours assez explicite pour eux. Et quand ils révisent leur cours, peut-être qu'ils vont voir des éléments qui sont un peu juxtaposés. De voir cette construction et de voir ce lien avec leur territoire et de voir comment finalement ils peuvent penser leur territoire d'une façon différente, ça peut permettre de les amener à chercher, à découvrir des choses et finalement à se relier à des idées qui vont être celles, par exemple, sur la seigneurie d'un mode de vie dans un espace avec un pouvoir local, ou dans le programme de 5e, après avoir travaillé pendant un moment sur le pouvoir impérial, c'est-à-dire un pouvoir très large, lointain et englobant, de voir comment s'exerce un pouvoir local et donc comment, dans leur territoire, qui est aujourd'hui évidemment complètement différent, mais on retrouve une organisation et une organisation selon des logiques qui ne sont pas les mêmes. Voilà, l'intérêt est vraiment ça. Et cette démarche d'enquête, elle permet aussi d'articuler les compétences. Entre eux, on prend des informations, mais ces informations sont tout de suite mises au service d'un but, d'une recherche et d'une réflexion.
Bonjour à tous. Donc, on va se demander maintenant quels sont les enjeux pour les élèves. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une notion importante qui est celle de la revalorisation. Et donc, tout d'abord, la revalorisation du territoire des élèves, avec comme but de leur faire prendre conscience que ce territoire, il s'inscrit dans une histoire et puis dans un espace géographique bien déterminé. Donc, dans cette revalorisation du territoire, il va y avoir plusieurs éléments importants. Ça va être tout d'abord de déconstruire les représentations d'une banlieue uniforme, c'est-à-dire changer les représentations des élèves sur les espaces vécus, combattre aussi cette idée qui a été évoquée tout à l'heure par Élodie de territoire perdu, les territoires de pauvreté. Ça va être aussi de valoriser le patrimoine local, le patrimoine de proximité. Les élèves n'ont pas forcément conscience qu'ils vivent dans un territoire qui est marqué par l'histoire, donc valoriser un petit peu le patrimoine qu'ils ont dans leur quotidien. Et puis, ça va être aussi, des fois, lutter contre le décalage qu'ils peuvent avoir entre leur représentation du territoire dans lequel ils vivent et puis la réalité géographique. J'ai des élèves qui, donc on est en espace périurbain, qui étaient persuadés d'être des Parisiens, alors qu'ils se sont rendus compte, voilà, en travaillant sur leur commune, qu'ils n'étaient vraiment pas des Parisiens, ni dans leur vie quotidienne, ni dans les lieux qu'ils fréquentaient. Donc, c'était un moyen aussi pour eux de questionner un peu leur ressenti. Alors ensuite, on peut aborder la question de la revalorisation des populations. Et en fait, quand on réfléchit en termes de... on y est. Quand on parle donc des ressources locales, finalement, une des premières ressources locales qui sont à côté de nous, c'est évidemment les habitants de ces territoires. Et ce qui est intéressant, c'est de mobiliser justement ces habitants qui sont donc les parents, les familles, qui peuvent être les voisins également de nos élèves. Et ça permet d'ouvrir donc à des champs disciplinaires multiples en s'inscrivant par exemple sur la question de l'architecture, de la musique, de la gastronomie, donc des démarches culturelles. Et de tisser des liens donc, avec les ressources personnelles des élèves. Alors, j'ai un exemple, c'est donc cette photo qui a été prise donc, il y a quelques semaines sur un projet que je mène, donc un projet CAC, qui est mené avec le département donc, de la Seine-Saint-Denis, avec une classe de CE2, CM1, donc je suis en réseau d'éducation prioritaire, donc je travaille avec cette collègue et Madame Bouadmi, et puis donc ma classe de quatrième de cette année. Et en fait, donc on travaille sur un quartier donc urbain assez particulier de la ville de Stein, qui est la cité Jardin. Et on travaille donc notamment, donc il y a une démarche un petit peu de réflexion sur l'adaptation de ce quartier aux problématiques actuelles et puis aux évolutions que connaît notre société. Et donc c'est un travail qui est mené justement avec les habitants. Les élèves doivent faire des propositions donc d'aménagement de ce quartier. Alors des aménagements assez simples hein, évidemment. Et en fait donc ils ont bénéficié donc ils ont fait une visite hein, de la cité Jardin donc avec la médiatrice hein, Noémie. Et également donc il y avait dans chaque groupe un ou plusieurs habitants du quartier donc qui accompagnaient les élèves et qui revenaient finalement avec beaucoup de joie et de plaisir sur leurs souvenirs dans ce quartier et sur l'évolution hein, qu'avait connu cet espace. Donc c'est intéressant de tisser ces liens intergénérationnels entre nos élèves, les habitants, ça donne sens au territoire. Et je trouve que voilà, ça prend beaucoup de sens dans les apprentissages. Voilà, donc une autre possibilité, c'était notamment, je vous parlais de la gastronomie et des cultures, par exemple musicales aussi. Hein. L'approche gastronomique, il y a beaucoup de fermes urbaines hein, qui sont également dans le département et dans l'académie. Donc voilà, ça c'est un travail qui est fait notamment avec le Parti Poétique, qui est donc à la tête d'une ferme urbaine à Saint-Denis et qui a publié un livre qui s'appelle Récits Recettes. Et en fait, c'est la compilation de recettes d'habitants. Et alors même si voilà, j'ai cette idée un petit peu en tête, mais il y a un beau projet pédagogique justement à faire sur la question des cultures gastronomiques qui permet d'aborder la question des mobilités, la question de la mondialisation et de revenir justement aussi sur la question des identités, ce qu'on abordait tout à l'heure en EMC. Voilà. Dernier point, il y a donc aussi un enjeu, pour les enseignants. Ne nous cachons pas que nous avons dans notre académie en particulier beaucoup de jeunes enseignants qui viennent de province, qui ne sont pas forcément ravis d'apprendre qu'ils sont nommés à Créteil. Et il y a un vrai enjeu d'inscription de ces nouveaux enseignants dans leur territoire, dans le territoire des enfants qu'ils auront devant eux. Et en particulier, si une équipe a mis en place des projets autour des ressources locales et qu'elle prend en main le nouvel arrivant et l'intègre en lui faisant découvrir le territoire, il va y avoir une appropriation du territoire qui va être beaucoup plus facile et une intégration du jeune enseignant qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide aussi.
Voilà. Donc là, pour l'inspection, il y a évidemment un enjeu de faire de vous des relais d'intégration des nouveaux collègues. Très bien. Juste pour terminer ce premier point du webinaire, une mise en pratique finalement assez simple de ces relations qui peuvent être tissées avec les entreprises et les partenaires de proximité. C'est par exemple la possibilité de mettre en place un forum des métiers en ouvrant l'établissement sur les entreprises de proximité. Donc ça c'est voilà, ça je l'avais fait il y a quelques années lorsque les DP3 existaient encore. Ça ne me rajeunit pas. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de travailler avec les élèves sur les entreprises situées à proximité, d'ouvrir l'établissement dans son environnement économique aussi, puis de tisser du lien finalement entre l'établissement qui s'inscrit dans un territoire et tout ça prend sens. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure de la cité jardin donc, de Stein. Vous avez la possibilité de visionner cette vidéo donc qu'a transmis Noémie, donc Morrigan, qui est donc l'animatrice et qui est donc qui intervient. Donc il y a des cités jardins qui sont présentes dans différents territoires de l'académie et il y a plusieurs projets CAC justement qui vont être proposés avec les autres cités jardins, notamment celle de Champigny, pardon, chercher le nom, voilà, qui seront proposées l'an prochain. Voilà. Merci. Alors, dans ce second temps du webinaire, on va essayer de vous présenter davantage de démarches pédagogiques et on a un petit peu recensé les différentes démarches que l'on menait avec les collègues et on a remarqué qu'il y avait donc des démarches qui étaient plutôt soit intrinsèques, c'est-à-dire qui vont partir des élèves, ou extrinsèques, qui vont être plutôt liées à l'environnement qu'on va faire entrer dans nos classes. Donc, pour les démarches un peu intrinsèques, donc qui vont partir des élèves, on a plusieurs pistes pédagogiques que vous pouvez vous réapproprier. Il n'y a rien de modélisant, c'est vraiment des pistes et puis des expérimentations que nous avons menées. Et donc, l'idée, c'est de partir de l'espace vécu des élèves et de leur représentation, notamment voilà, en leur demandant tout simplement où ils se situent et qu'est-ce qu'ils connaissent de leur environnement proche. Donc ici, par exemple, c'est une activité que je mène en 6e tout en début d'année sur le thème Habiter une métropole. Bien sûr, Villejuif, c'est en proche banlieue, donc c'est très pratique pour comprendre ce que c'est vivre voilà, une métropole. Et donc, il y a plusieurs étapes dans ce petit parcours. Tout d'abord, bien sûr, on va apprendre à localiser, on va construire les repères pédagogiques pour voir où se situe Villejuif. Et là, parfois, on a des surprises, puisque les élèves n'arrivent pas forcément à situer leur ville sur une carte. Et puis, on voit ensuite que les élèves voient leur territoire de manière un petit peu variable. C'est-à-dire que pour certains, leur territoire, ça va être juste la rue de leur immeuble. Parfois, ça va être un peu plus large, ça va être leur quartier, le département, la région. En fait, c'est là qu'on voit quelle est pour eux la taille de leur espace vécu. Donc, je les ai amenés à décrire leur environnement, à repérer autour d'eux voilà, quels étaient les services, les aménagements de transport, où était l'annexe de la mairie, etc., les commerces, le type d'habitat aussi qu'il y avait autour de l'établissement et autour de leur lieu de vie. Et j'en ai profité aussi pour faire un petit sondage un peu diagnostique pour savoir s'ils avaient déjà étudié l'histoire-géographie de leur territoire ou de leur ville. Beaucoup quand même ont vu cette histoire en CM1 puisque effectivement ils ont travaillé sur l'environnement proche, donc ça permet de rebondir sur des choses qui ont été faites 2 ans plus tôt. Mais je leur ai demandé aussi enfin je leur demande en général s'ils sont curieux, s'ils ont envie d'apprendre l'histoire géo de leur territoire. Et effectivement, là, par exemple cette année, 18 sur 22 ont coché que ça les intéressait, qu'ils voulaient savoir où sont les choses, qu'ils voulaient connaître l'histoire, qu'ils voulaient savoir comment vivaient les gens avant dans leur vie. Donc il y a une vraie appétence également des élèves pour l'histoire et la géographie de leur territoire. Une dernière étape, une étape suivante, c'est écrire en géographie sur son espace vécu. Alors, j'ai des élèves qui sont parfois très réticents à entrer dans l'écrit. Et là, j'ai eu des bonnes surprises, des élèves qui n'écrivent pas ou très peu et qui, pour le coup, là, ont vraiment joué le jeu de l'écriture. Ils ont tous rédigés, alors plus ou moins, avec une maîtrise de la langue plus ou moins aléatoire, comme on a l'habitude, mais tous ont vraiment eu à cœur de décrire leur quartier
de montrer voilà, ce qu'il y avait autour de chez eux. Donc là, par exemple, cet élève, il décrit la proximité du terrain de foot, qui est très important pour lui. Il dit aussi que le quartier pourrait être amélioré avec plus de jeux pour enfants, qu'il pourrait y avoir des boutiques pour réparer les téléphones et un commissariat de police. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est pour montrer que voilà, les élèves ont vraiment se projettent aussi dans leur quartier et ça permet aussi de commencer un peu à faire de la géographie prospective, puisque c'est à partir de là que j'ai pu leur expliquer justement que être géographe, c'est aussi penser la ville du futur. Et donc, ça faisait vraiment aussi un lien, une préparation au chapitre suivant. J'ai trouvé intéressant également de faire travailler les élèves sur les cartes sensibles et leur faire dessiner et repérer, enfin représenter leur quartier tel qu'ils l'imaginaient. Donc là, c'est voilà, une petite illustration de ce que j'ai pu avoir comme rendu. Et à partir de là, on a pu donc parler justement de vécu, d'espace vécu, de cartes sensibles et comment est-ce qu'on va construire un plan. Puisqu'après, effectivement, aussi sur la géographie prospective, sur le chapitre 2, on va fabriquer ensuite un plan de ville du futur. Vous pouvez également travailler, donc là, c'est quelques pistes aussi pour travailler sur les représentations. Bien sûr, vous pouvez utiliser des œuvres, des témoignages, tout ce qui va être aussi sur les espaces de banlieue. Il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes. Donc, eux-mêmes, les élèves sont parfois influencés par ces images qui leur sont renvoyées. Donc, c'est bien aussi de travailler sur le quartier pour pouvoir peut-être déconstruire certaines images négatives qu'ils peuvent avoir de leur quartier. Alors, donc, tout à l'heure, Fabien parlait des habitants comme ressources, comme première ressource qu'on pouvait utiliser dans nos cours. Et donc là, l'idée, c'est de partir effectivement du vécu des élèves en les faisant écrire sur leur histoire personnelle et familiale. Et donc, déjà, bon, évidemment, pour quels objectifs? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment incarner les programmes, les rendre sensibles et concrets, et donc transformer des savoirs théoriques, enfin illustrer plutôt des savoirs théoriques de manière concrète, incarnée et sensible. Donc, c'est aussi une manière de montrer la complexité des trajectoires individuelles au sein de tendances générales peut-être plus linéaires, et de travailler aussi la notion d'échelle, en fait, aussi bien en histoire qu'en géographie. Donc, la question qu'on peut se poser, qu'on se pose souvent, c'est celle des principes éthiques, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait écrire leurs histoires aux élèves? Bon, déjà, évidemment, en partant du principe du volontariat, c'est-à-dire que les élèves déjà écrivent sur leur famille quand ils le veulent. S'ils ne veulent pas, on peut leur ouvrir d'autres possibilités, comme le fait d'écrire sur la famille de quelqu'un d'autre qu'ils connaissent et qui est d'accord pour participer au projet. Ils choisissent aussi les thèmes sur lesquels ils veulent parler. Évidemment, il ne s'agit pas de les obliger à raconter des choses qu'ils n'ont pas envie de raconter, mais de les inciter à écrire ce qu'ils veulent bien nous dire, nous raconter. Et ensuite, évidemment, leur faire comprendre la différence entre l'énoncé des faits, qui est ce qu'on attend dans leur récit, et la manière dont les gens peuvent les vivre, les sentiments, les émotions qu'ils peuvent ressentir au sujet de ces faits. Où là, donc, de bien leur montrer la différence et évidemment de leur laisser, de les laisser libres d'écrire, là encore, ce qu'ils veulent entre les faits et les sentiments que ces faits suscitent. Et enfin, évidemment, il y a tout un travail d'anonymisation des travaux, à la fois pour les utiliser en classe ou si on veut les utiliser avec les collègues. Donc, travail à la fois d'anonymisation, donc c'est évidemment retirer les noms propres, mais aussi tous les indices qui peuvent laisser deviner qui a écrit le texte. Donc, ça peut être les dates, ça peut être les lieux, etc. Il y a aussi l'idée qu'il est possible de pseudonymiser, c'est-à-dire de transformer les noms de lieux, les dates, de manière à ce que on garde une image de la trajectoire sans pour autant avoir d'informations précises. Alors, donc un exemple de ce qui a pu être fait en cours. Donc là, c'était en terminale STMG et à Aubervilliers, l'idée c'était de travailler le thème 3 du programme d'histoire, donc sur la France depuis 1945, politique et société. Donc, on a d'abord travaillé avec les élèves sur les méthodes de l'entretien sociologique. Donc, il y a un sociologue qui est venu, qui les a initiés
à ces méthodes. Avec ce sociologue, on a élaboré un questionnaire, donc une série de questions que les élèves étaient censés poser à leurs proches. Puis, on est parti d'un exemple en menant un entretien en classe avec l'une des agentes du lycée qui, en fait, travaillait au lycée depuis environ 20 ans, qui par ailleurs est née en Italie, immigrée en France quand elle était jeune adulte. Et donc, du coup, les élèves ont interrogé cette agente en classe, qui a permis un peu de servir d'exemple. Et ensuite, ils ont été dans leur famille pour mener des entretiens. Et ces entretiens ont été montés et ensuite on les a écoutés en classe. Donc là, je vais vous laisser entendre, je ne sais pas si on a le temps, vraiment un très court extrait. Ça marche. On va voir si ça marche. Alors apparemment, ça ne marche pas. Donc bon, de toute façon, ce sera dans le, excusez-moi. Du coup, j'ai plus accès au diapo. Ouais. Ce sera dans le diapositive, enfin dans le diaporama, excusez-moi. Donc, en tout cas, bon, voilà, c'était l'histoire c'est une élève qui avait interrogé son grand-père. Et l'intérêt, c'est que par l'histoire du grand-père, on abordait plein de thématiques. Déjà, celle des migrations européennes en France tout au long du XXe siècle, la question de l'industrialisation de la région parisienne, la question de la Seconde Guerre mondiale aussi, puisque le grand-père avait vécu la Seconde Guerre mondiale à Aubervilliers, donc il racontait ses souvenirs, là où il se cachait quand il y avait une crainte de bombardement, etc. Et aussi, évidemment, les 30 Glorieuses, le travail féminin par l'exemple de sa mère et de sa femme et de ses filles, etc. Donc, quantité de thématiques qui traversent les programmes généraux et qui, là, en gros, étaient illustrées par cet entretien. Alors, le problème qu'on a, voilà, a priori, c'est bon. Donc, du coup, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc, l'idée, c'est parfois, les élèves n'ont pas, quand on leur demande d'écrire leur histoire, ils ne savent pas de quoi partir. Et donc, Fabien va présenter un exemple, et ensuite, je développerai avec le Tainment. Mais ce qui peut être utile, c'est de partir d'un objet qui va servir de support au récit de l'histoire familiale. Oui, alors l'objet, c'est un outil intéressant justement pour aborder la question des ressources plus que locales, puisqu'on est sur des ressources souvent familiales. Et j'aimerais donc là prendre un peu ma casquette de professeur relais, de revenir sur un projet qui a été proposé à une classe de seconde. Alors, il a quelques années, hein, mais il est quand même intéressant pour le sujet qu'on aborde. Donc, c'était un projet mené avec le lycée Paul-Éluard, une classe de seconde, avec notre collègue Camille Taillefer. Et ce projet, donc en fait, qui s'intitulait Archives et moi, Archives et moi, Archives et moi. On avait fait dérouler tous les sens. Donc, c'est une démarche en éducation artistique et culturelle hein, sur la question de la mémoire familiale. Sur ce qui fait histoire, finalement, ce lien entre l'histoire familiale et l'histoire globale. Les élèves, en fait, de la classe devaient choisir un objet personnel, un objet familial. Alors, ces objets ont été multiples. Hein, ça pouvait être une photographie, ça pouvait être un instrument de musique. Et je vous parlais tout à l'heure de la musique aussi, qui peut avoir une entrée, qui peut être une entrée intéressante pour ces ressources locales. Et tout ça nous amenait à réfléchir sur ce qu'est un document d'archives de l'histoire familiale. Les élèves devaient ensuite rédiger un texte donc, sur cet objet et ensuite l'élargir évidemment à la question de fournir un récit qui propose une histoire plus globale finalement. Donc partir de la diversité de ces objets, finalement arriver à une sorte d'unité, une trame historique. Et chaque élève donc a été photographié avec son objet, avec le texte. Et ces différents panneaux, donc il y en avait une quinzaine, une vingtaine, ont été présentés sur la grille des Archives nationales donc, du site de Pierrefitte-sur-Seine. Donc c'était également très valorisant pour les élèves. Et voilà, ça fait partie de ces démarches pédagogiques en EAC qu'on propose chaque année aux Archives nationales. Et on travaillait aussi avec deux artistes de Seine-Saint-Denis, notamment une photographe, Anna Rouquer, avec qui on travaille quasiment chaque année sur ces questions donc, d'appropriation artistique des documents d'archives. Alors voilà, dans la même dynamique,
Donc à Stein et à Aubervilliers, on avait mené des ateliers où on partait là encore des objets. Donc pour ça, on était parti de l'exemple du Tenement Museum, qui est un musée new-yorkais qui raconte l'histoire d'anciens habitants d'un immeuble de rapport dans le Lower East Side. Et par ailleurs, le Tenement a sur son site donc vous avez l'adresse, vous aurez l'adresse sur le PowerPoint. Donc ils ont sur leur site toute une page qui rassemble des histoires d'habitants de tous les États-Unis. Et donc, vous voyez, à chaque fois, c'est le même principe. Vous avez la photo d'un objet et avec cet objet, par cet objet plutôt, est racontée une histoire familiale. Donc, ce qui s'est passé à Aubervilliers-Astin, c'est qu'on est parti d'exemples du Tenement pour faire comprendre aux élèves la démarche. Puis, donc, les élèves ont travaillé sur. Donc là, c'est un exemple qu'on trouve, qui a été traduit en français. Donc, on voit un petit objet, un petit train qui, en gros, ensuite devient le support d'un récit sur l'arrivée du grand-père aux États-Unis depuis l'ex-Yougoslavie et le travail donc dans les mines de fer qui ensuite on permet de travailler dans les chemins de fer. Donc évidemment le lien entre l'objet et l'histoire familiale. Et donc du coup les élèves ils ont un peu reproduit cette démarche en partant donc de l'histoire de leur famille à eux et ils ont produit ces affiches à Stein. Donc avec un mélange de photos, de dessins, de récits. Et voilà, à chaque fois, l'idée de l'objet comme point de départ du récit. Et ça, c'est comme s'il y a une dimension concrète qui est souvent plus facile pour les élèves et qui leur permet de s'approprier plus facilement cette idée du récit de l'histoire familiale. Alors, on avance. Donc du coup, là, ça, on en a déjà parlé sur la gastronomie, la musique, ça a été abordé par Fabien. Donc on passe à la suivante. L'idée, donc, c'est aussi ce travail sur les histoires familiales. Il permet de faire un va-et-vient à l'échelle de la classe entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire qu'à partir du récit de chacun des élèves, on peut construire un récit collectif sur l'histoire de la classe. Donc nous, à Aubervilliers, avec les collègues, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, on a travaillé sur la contextualisation en histoire et en géographie dans plusieurs classes de seconde. Et pour ça, on est d'abord parti d'exemples. Donc, notamment la BD qui est à gauche de l'image, qui est sur Hakim, donc un réfugié syrien, donc qui est une histoire vraie qui a été mise en BD. On a aussi travaillé sur justement l'entretien d'Anaïs et de son grand-père qui avait été mené dans le lycée quelques années avant, et aussi sur un récit de Michel Zancarini-Fournel qui raconte le poulet frites avec ses grands-parents le dimanche et comment ça a influencé sa carrière d'historienne. Après cette première séance qui visait vraiment à faire entrer les élèves dans l'activité, à leur faire comprendre l'intérêt du récit familial. Donc, ils ont été enquêtés dans leur famille, ils ont fait des récits, enfin, ils ont écrit leurs récits. Et ensuite, l'idée, c'était de travailler en commun, d'essayer de mettre les élèves en groupe pour qu'ils repèrent dans leurs différents récits des dates ou des événements qu'ils peuvent avoir en commun. Donc, évidemment, d'une classe à l'autre, ça va beaucoup varier. Par exemple, moi, dans ma classe, il y avait plusieurs élèves qui venaient du Bangladesh. Donc, du coup, il y avait des histoires communes à l'échelle du Bangladesh. Mais il y avait aussi plusieurs élèves qui venaient d'Europe de l'Est, avec là, vraiment, la rupture de 91 qui était assez nette dans leur famille. Et donc, l'idée, c'est que de l'histoire individuelle, ils passent à l'échelle collective et ils se rendent compte que les trajectoires individuelles sont influencées par certains événements qui peuvent avoir une échelle locale, régionale, internationale. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de les faire travailler sur cette échelle aussi. Et ensuite, ces mêmes récits peuvent être utilisés en géographie dans le chapitre sur les migrations en seconde, puisque donc, beaucoup d'élèves ont une histoire familiale marquée par la migration. Et à partir de ces trajectoires individuelles, justement, on peut construire une carte collective et même une carte historique, au sens où on peut repérer différentes trajectoires en fonction des décennies. Voilà, et ce qui permet au final de s'interroger sur la contextualisation, enfin, d'essayer de faire comprendre aux élèves qu'est-ce que c'est que la contextualisation, qui est quand même l'une des dimensions fondamentales du travail en histoire et en géographie, et qu'ils ont souvent le plus de mal à appréhender. Donc là, c'est vraiment l'idée de leur faire comprendre le lien entre cas général et cas particulier, et l'importance
du contexte dans la compréhension des phénomènes historiques et géographiques. Donc, je donne la parole à Elodie. Là, c'était un petit peu des pistes pédagogiques pour voilà, tout ce qui partait de l'intrinsèque. Et justement, là, on va essayer de voir d'autres pistes pédagogiques qui seraient plutôt extrinsèques, qui partent plutôt de l'enseignant. Et du coup, on a plusieurs pistes à vous proposer, notamment tout simplement partir d'un lieu ou d'un personnage local et présent dans leur environnement local. Donc, par exemple, voilà, quand on a justement parfois un peu peur de la programmation, qu'on est un petit peu pris par le temps, on peut tout simplement en 1 heure travailler sur un personnage local pour pouvoir faire entrer plusieurs notions, puisque comme on l'a vu pour les histoires familiales, en fait, il y a des personnalités sur votre territoire qui ont traversé les années et qui ont pu donc marquer l'histoire nationale et internationale. Et souvent, d'ailleurs, les élèves sont plutôt fiers de se rendre compte que quelqu'un qui a vécu dans leur ville a pu traverser l'histoire et avoir une place dans l'histoire avec un grand H, puisque eux, ils vont percevoir ça comme cela. Donc, par exemple, ici, en 55 minutes, donc on a travaillé sur Marie-Claude Vaillant-Couturier avec des élèves de 3e. Et donc, les élèves de 3e avaient un corpus documentaire qui s'appuyait sur plusieurs sources, notamment, je vous encourage à aller voir les biographies du Maitron, qui est un dictionnaire biographique, et vous pourrez retrouver certainement des personnalités locales facilement. Il y a aussi là donc, des éléments tirés de AFMD et Mémoire Vive, qui sont des associations qui œuvrent pour la mémoire des déportés et qui ont recensé et réalisé de nombreuses fiches biographiques. Donc, vous retrouverez sûrement aussi des personnalités grâce à ces sources-là. Et puis, ne pas hésiter aussi à chercher dans les notices des journaux locaux, de sa commune, les extraits de journaux qui peuvent aider à ça. Désolé. C'est là. Excusez-moi, parce qu'on est en mode présentateur. Non, ouais, ouais, c'est pas. Je voulais voir si vous pouvez le faire rapidement. Et voilà. Du coup, je reprends. Donc, ils avaient voilà, un corpus documentaire, ils ont travaillé en groupe sur ce corpus. Alors, à chaque fois, je leur laisse quand même 10 minutes de lecture silencieuse en début pour être sûr que chacun s'approprie un petit peu les documents, puisque là, en plus, il y avait quand même un corpus assez lourd en termes de documents. Mais c'était l'idée de faire une tâche complexe. Hein. Ils ont travaillé donc 1 heure. Ils avaient 10 minutes de lecture individuelle, puis après, ils ont travaillé pendant les 40 minutes restantes. Où chaque groupe devait réaliser 2 tâches, c'est-à-dire une frise chronologique de la vie de Marie-Claude Vaillant-Couturier, et sur laquelle il devait retracer, donc ordonner en fait tous les événements de sa vie, mais également aussi les faire des liens avec l'histoire locale, l'histoire nationale et l'histoire internationale. Donc, par exemple, Marie-Claude Vaillant-Couturier, elle a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été ensuite témoin au procès de Nuremberg, elle a été ensuite élue députée, elle s'est beaucoup battue pour le droit des femmes. Donc, ça a permis de faire le lien vraiment avec plusieurs points du programme. Et puis, donc, une frise chronologique. Et la deuxième tâche qu'ils avaient à réaliser, c'était une carte mentale. Et là, c'était un lien avec l'EMC, puisque ça m'a permis de travailler l'engagement, la notion d'engagement, puisqu'elle était donc élue politique, journaliste, témoin, et puis femme engagée, puisqu'elle s'est battue pour le droit des femmes. Donc, ils avaient donc ce corpus. J'ai distribué quand même quelques coups de pouce au groupe qui le demandait. Et notamment pour l'organisation de la frise chronologique, car ils en avaient déjà fait, mais bon, pour certains, ça leur a vraiment été utile. Et donc, suite à la fin de l'heure, donc en 55 minutes, ils ont réussi, chaque groupe, ils étaient par 3 ou par 4, ils m'ont fait des frises chronologiques qui mettaient en lien donc, les événements nationaux et internationaux, donc la Seconde Guerre mondiale, enfin, il y avait plusieurs événements qui apparaissaient, le régime de Vichy, etc. Et également une carte mentale avec les grands engagements de Marie-Claude Vaillant-Couturier, donc en tant que résistante, en tant que témoin, élue politique et journaliste. Donc ça m'a permis vraiment, par le biais d'une figure locale, de travailler des points de programme, et cela en plus en un temps très,
très limité, puisque 55 minutes, c'était vraiment parfait. Et les élèves sont vraiment bien rentrés dans la tâche. Alors, on peut faire aussi ce travail, non pas à partir d'un personnage, mais à partir d'un lieu. Donc, moi, j'enseigne en Seine-et-Marne et j'ai fait travailler des élèves en 4e sur le 2e thème, donc le chapitre qui porte sur l'Europe de la révolution industrielle. Et je les ai fait travailler sur le site de Noisiel, qui permet de couvrir en fait tous les aspects de cette industrialisation en France. Donc, ils travaillent en groupe aussi. Ils ont un corpus documentaire, chacun sur un thème. Donc, il y avait un groupe qui a travaillé sur l'histoire de cette entreprise, ensuite sur l'évolution de la production, un groupe sur l'industrialisation et son étendue, un groupe sur la vie des grands patrons et un groupe sur la politique sociale. Et donc, à chaque fois, ils avaient des questions à faire et un schéma de mise en commun à compléter. Donc, chaque groupe complétait là où les branches qui correspondaient à leur travail. Voilà, là, je vous ai mis le résultat, on va dire, du travail des élèves. Le but, c'était pour eux de pouvoir comprendre que dans leur département, on avait un site qui correspondait complètement à l'étude qu'on avait à faire en 4e. L'idéal, c'est quand même de compléter ce travail avec une visite du site. Mais pour l'usine de Noisiel, c'est un peu compliqué parce que le site n'est pas accessible au grand public. Mais voilà, c'est un travail qui leur a permis de prendre conscience que leur département était aussi marqué par l'histoire industrielle et par l'histoire qu'on étudiait nous en classe. Alors, je voudrais maintenant revenir un petit peu sur l'utilisation des documents d'archives pour aborder donc, ces ressources locales. Et puisque voilà, je me disais que les archives, paraphraser Yves Lacoste, ça sert d'abord à faire de la pédagogie. Et je voudrais revenir sur 2 projets qui ont été menés dans mon établissement avec 2 classes différentes. Alors, le premier avec sur la même thématique, hein, la question des déportations. Le premier projet que j'ai mené avec ma classe, donc qui s'appuyait sur les documents d'archives. Alors, il y a beaucoup de parallèles finalement qu'on peut faire avec ce qui vous a été présenté sur Marie-Claude Vaillant-Couturier. La différence simplement, c'est que là, on parle vraiment d'une personne anonyme et d'un diagnostic en fait qui a été fait dans la ville, qui est une absence de mémoire puisqu'on a travaillé donc de femmes résistantes déportées. Alors, Stein, c'est une ville où il y a réellement une martyrologie communiste résistante qui est très forte. Mais ce qui a été étonnant finalement, c'est qu'on s'est rendu compte d'une absence complète, d'une invisibilité des femmes résistantes déportées durant la Seconde Guerre mondiale. Et on a donc souhaité travailler sur cette absence de mémoire, absence de lieu de mémoire aussi pour ces femmes, puisqu'il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de plaque, contrairement donc à ce qu'on peut trouver sur de nombreux résistants hommes. Et donc on s'est intéressé finalement au parcours donc de ces 2 femmes. La première s'appelle Renée Rillet, la seconde s'appelle Genovefa Smietánska. Et en fait, la première, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une seule biographie qui a été rédigée donc par Saron Gauchis, qui a été longtemps enseignant à Saint-Denis et donc qui a rédigé cette biographie qui est publiée sur le site du Métron. Et c'est vrai que le Métron, c'est aussi en termes de ressources pour nous enseignants dans nos territoires, vraiment quelque chose de très précieux. Et donc avec les élèves, on est parti de cette seule source disponible sur biographique. On a travaillé également avec la famille de Renée Rillet. Donc j'ai pris contact donc avec Monsieur Larue, puis ensuite on a rencontré sa petite fille. On a eu la chance également de rencontrer sa fille, enfin d'échanger avec elle en tout cas. Et donc on a, à travers cette démarche d'enquête, on est parti finalement sur les seules sources qui existaient, qui étaient les documents d'archives. Et on est parti des archives municipales tout d'abord. Alors vous avez sur ce document ici, on voit une carte donc de la FNDRP, donc qui est au retour de guerre. Ces 2 femmes sont déportées à Ravensbrück et vont revenir de déportation. Et donc il y a cette carte en fait qui est complétée donc par Renée Rillet, Renée Casse en fait, qui c'est son nom de mariage ensuite. Donc durant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une femme qui est aussi qui a un parcours intéressant puisqu'elle va devenir conseillère municipale à Stein dans les années 50-60 en charge des affaires sociales. Et donc voilà, en fait, cette invisibilité, c'est aussi lié au fait qu'elles aient survécu. Et donc elle est morte il y a aujourd'hui une vingtaine d'années. Mais voilà, donc on a souhaité leur donner un petit peu une place dans la ville en abordant donc en travaillant avec les différents services d'archives donc qui disposaient de sources sur elles. Donc j'ai parlé des archives municipales qui sont aussi des ressources très précieuses pour travailler avec nos élèves sur les territoires de proximité. On a travaillé également avec les archives nationales. Alors il y a le site de Pierrefitte qui nous permet pour nous enseignants notamment du département de la Seine-Saint-Denis d'avoir
ces ressources aussi très importantes à proximité de nos établissements. Donc les fonds en Z4 ici, donc ministère de la Justice. On a travaillé sur des fonds d'archives qui viennent du service historique de la Défense, puisqu'il y a un dossier donc, qui a été déposé ensuite voilà, en son nom pour qu'elle obtienne des décorations. Donc il y a tout un ensemble d'archives qui ont été mobilisées sur elle. Et en fait, les élèves ont retracé un parcours à travers, en retournant sur des lieux de mémoire qu'ont fréquenté ces deux dames. Donc ils ont notamment découvert le fort de Romainville avec l'historien Thomas Fontaine, c'était en décembre. Ensuite, les élèves ont eu la chance de participer à la veillée du Mont Valérien qui a été organisée donc, en février, puisque le mari de René Riet donc, est fusillé quelques temps avant le groupe Manouchian. Donc, il y a aussi une histoire familiale. On était avec justement la famille de René Riet qui était présente avec nous. Et puis, il y a quelques semaines, ils ont eu la chance de pouvoir partir au mémorial de Ravensbrück, donc là où étaient déportées ces deux femmes, et de continuer leur travail d'enquête et de récolter de nouvelles informations sur le parcours de ces deux déportés. Alors, ensuite, comment ça s'est matérialisé pédagogiquement? Bah, on a, donc, à travers cette biographie présente sur le métron, retracé, comme nous voulons présenter la collègue, donc on a retracé une frise chronologique, ensuite on a abordé ces questions thématiques à travers un texte. Ce texte, on a rapidement eu l'envie de le mettre en musique et on a collaboré, on continue de le faire parce que le texte est terminé, mais la mise en musique n'est pas encore finie, avec un groupe de Stein également. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'être sur quelque chose de très territorial, pour redonner sa place à cette femme au sein de la ville et au sein de la commune, donc qui s'appelle The Penelopes, voilà, avec qui on travaille actuellement. Et donc, alors vous avez cet extrait musical qui sera disponible. Et alors même si le travail n'a pas été finalisé, on n'a pas eu le temps de le faire, mais les élèves iront chercher un prix dans le cadre du CNRD demain, donc au niveau départemental. Et voilà, ça fait partie, on en parlera après, mais c'est concours scolaire aussi d'un bel investissement pour les élèves. Donc ça, c'était vraiment sur la question de la déportation de répression. Le deuxième travail que j'ai mené cette fois, que j'ai accompagné un collègue, donc Jonathan Létang, qui est un collègue de mon équipe d'Histoire Géo, sur la déportation de persécution cette fois, et qui est aussi une mémoire invisible et invisibilisée dans la ville. Il n'y a pas d'éléments qui concernent justement la question de la Shoah à Stein. Et donc, on a travaillé sur les 3 déportés juifs de la ville de Stein, et à travers donc un projet CAC, donc subventionné par le département. J'ai accompagné mon collègue puisqu'on a travaillé sur les documents d'archives qui sont présents aux archives nationales, les fonds AJ38 qui sont les fonds du commissariat général aux questions juives. Et en fait, on a donc retrouvé les documents sur. Donc, il y a un couple qui est déporté qui s'appelle donc Jacques et Majda Berestetsky. Et en fait, on a retrouvé donc des dossiers d'arianisation qui portaient sur Jacques Berestetsky, notamment qui concernaient donc sa maison à Stein. Et vous avez notamment ce document d'archives qui est très intéressant puisque c'est une lettre écrite alors que Jacques et Majda ont déjà été arrêtés et déportés, qui est une lettre qui est écrite par leur fille pour dire que justement ce domicile, donc il y avait un dossier d'enquête qui était fait dessus, restait une résidence privée et qu'elle n'allait pas être mise en location. Et il était également brocanteur, donc il y a un dossier qui portait sur sa brocante. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces documents qui paraissent quand même complexes, dossier d'arianisation, commissariat général questions juives, on rentre aussi, et ça permet d'expliquer aux élèves vraiment l'institutionnalisation d'un antisémitisme à l'époque, d'aborder différentes thématiques, de rentrer sur le programme, de donner sens aux apprentissages à partir d'éléments concrets, de personnages qui étaient présents dans la ville. Et puis, on a également rencontré, donc, dans le cadre de cette démarche, on a rencontré le petit-fils de Jacques et Majda Berestetsky, Alain Berestetsky, qui a accompagné les élèves lors de la séance aux archives nationales. Voilà. Donc, les élèves ont rédigé un texte, de nouveau, pour retracer le parcours de ces 3 déportés juifs de la ville. Et ils ont cartographié également, donc spatialisation, travail sur la chronologie également, sur voilà, ce qui a été présenté il y a quelques semaines lors de la restitution de leur projet CAC à Montreuil. Voilà, donc là, vous avez un exemple du récit qui a été rédigé par les élèves sur donc Majda Berestetsky. Je laisse la parole à Romain sur la question de l'industrialisation. Donc, moi, je vais vous présenter une nouvelle proposition en lien avec l'industrialisation de la ville de Saint-Denis, qui est quand même connue pour son passé industriel au 19e siècle. Donc, bien sûr, ça rentre dans le thème 2 de 4e et le chapitre numéro 1 qui s'intitule « Les sociétés à l'âge industriel ». Donc, document d'accroche
et la page du recensement, enfin, une page d'un recensement de population de Saint-Denis de 1896 qui est disponible sur les archives en ligne. Et en feuilletant, j'ai trouvé une page qui était intéressante parce qu'elle comprenait énormément de métiers en lien avec le monde ouvrier. Alors, journalier, tourneur, orfèvre, etc., etc. Et donc, c'est le document que je projette tout d'abord à la classe. Déjà, je leur explique ce qu'est un recensement, donc ça, c'est aussi intéressant pour eux. Et ensuite, on essaye de se demander quels sont tous ces métiers et quels sont leurs points communs. Donc, c'est un peu pour les mettre un petit peu en intrigue là-dessus. Et je balance ensuite les deux cartes qu'il y a à gauche, avec une carte du début du 19e siècle de Saint-Denis et la carte à la fin du 19e également de Saint-Denis. Et on se questionne un petit peu, on essaie de chercher les différences. Et au final, les élèves vont vite se poser des questions par rapport à ces trois documents qui les mettent un petit peu en intrigue. Ils essayent de comprendre. En fait, ils se posent la question pourquoi la ville s'est agrandie, surtout autour du canal et du chemin de fer. Et puis pourquoi, en fait, tous ces métiers ont un lien avec le monde ouvrier. Pourquoi il y a autant d'habitants à Saint-Denis qui travaillent dans une entreprise, enfin, dans une usine au 19e. Une fois qu'on a fait ceci, les élèves sont divisés en plusieurs groupes avec chaque groupe va avoir une enveloppe qui va contenir des documents d'archives, comme on peut le voir ici. Là, sur l'usine Christophe, il y a également des documents sur l'usine Playel qui construisait des pianos, sur également les chantiers de la Loire et Le Gray et compagnie qui est une verrerie. Donc, les élèves sont divisés en différents groupes. Ils vont avoir chacun une feuille pour essayer d'extraire des informations de ces documents qu'ils ont et ils sont peu guidés. C'est-à-dire qu'ils ont juste un espèce de tableau auquel ils essayent de trier les documents et ensuite quelques petites questions, en tout cas quelques informations pour qu'ils essayent de chercher vraiment dans ces documents d'archives des infos sur cette usine. Donc, ils complètent tout ça en groupe. Et ensuite, il y a une mise en commun. Alors, pour les élèves, les groupes qui vont plus vite, ils ont pu passer de groupe en groupe pour aller découvrir les autres usines. Et sinon, si on termine à peu près tous en même temps, on fait une mise en commun en classe, une classe beaucoup plus classique, avec un élève par groupe qui vient présenter, par exemple, son usine. Et le tableau est distribué à chaque élève et est complété, en fait, par toute la classe, colonne après colonne, dans un système. Voilà. On n'attend pas une production écrite ici, hein, juste quelques mots-clés. Sachant que également, on est obligé quand même d'expliquer des choses à l'oral, parce que notamment sur les ateliers et chantiers de la Loire, qui sont des documents qui sont plutôt complexes. Alors, j'avoue que les documents sur ceci ont été donnés quand même à des groupes avec des élèves qui étaient plutôt bons, parce que c'était un peu plus compliqué. Donc, on avait ça. Et ensuite, le dernier travail, c'est un travail d'écriture, où à partir de ce tableau et de tout ce qu'on a vu en classe, les élèves doivent en fait répondre aux questions qu'on s'est posées. C'est-à-dire pourquoi il y a autant d'ouvriers dans le recensement de 1896 à Saint-Denis. Et puis pourquoi en fait toutes ces usines pourquoi la ville a augmenté, s'est agrandie surtout autour du canal, alors que depuis des siècles et des siècles, elle s'agrandissait autour de la basilique de Saint-Denis. Donc c'est une petite production écrite qui est ramassée, qu'on regarde un petit peu, et ensuite on termine par faire en fait en principe émerger la notion d'industrialisation. Donc voilà. Pour l'année prochaine, j'avais pensé refaire ceci, mais avec peut-être un nouveau document accroche, ou en tout cas en rajouter un autre, avec le quartier qui est juste à côté du collège, où on a plein de maisons contre-maîtres, des petites maisons de contre-maîtres qui montrent bien en fait ce grand passé industriel de Saint-Denis. Voilà pour cette activité sur l'industrialisation. Donc, on a aussi la possibilité de faire travailler les élèves sur l'espace vécu. Donc, là, c'est un travail que j'ai mené en 3e
dans le cadre du premier chapitre sur les aires urbaines avec une collègue du GRED, donc, Anne-Gaëlle Grandpol, qui elle travaille à Choisy-le-Roi. Et donc moi, je travaille à Rosans-la-Ferrière. Et donc notre volonté au tout début était de faire travailler les élèves sur l'oral et sur le territoire, leur territoire quotidien. Et donc on a décidé de leur faire construire une carte interactive. Le but étant que chaque classe présenterait donc sa commune à l'autre classe afin de découvrir 2 espaces de l'aire urbaine parisienne. Donc, ils ont d'abord travaillé en groupe sur des données. Chaque groupe travaillait sur une thématique, les commerces, les services publics, l'immobilier, les transports et le collège. Et ils avaient allé déjà tout seuls dans leur ville pour essayer de repérer un petit peu ce recensement, de faire un recensement géographique. Et ensuite, donc, ils ont travaillé sur une app pour pouvoir construire dans cette carte interactive. Je vous ai mis les 2 liens, donc vous pourrez aller voir les 2 cartes. À chaque fois, chaque groupe devait donc localiser les différents espaces et devait aussi mettre une illustration et, pour certains, enregistrer une petite capsule audio pour présenter donc, le thème sur lequel vous avez travaillé. On s'est ensuite échangé les 2 cartes, ce qui fait que les élèves ont pu découvrir ce qu'était la vie de collégiens de l'espace périurbain et à l'inverse de collégiens de banlieue. Et donc, ils ont un petit peu découvert qu'ils ne vivaient pas dans le même espace et ils ont ainsi pu mieux comprendre l'organisation de l'aire urbaine. Je redonne la parole à Fabien. Non. Merci. Oui. Alors, voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, mais là, c'était l'idée simplement de montrer un exemple de parcours urbain qui peut être fait. Donc, on était de nouveau sur la question de la déportation et des. Alors, c'était il y a quelques années sur le parcours de Robert Vigne, par exemple. C'est un parcours que j'ai également fait avec des documents d'archives pour une classe de lycée, l'an dernier du lycée Utrio de Stein, voilà, qui avait mené un projet sur le camp de Buchenwald. Et ils avaient travaillé sur les déportés stanois de Buchenwald. Et donc, je leur avais élaboré donc, un parcours urbain en partant également des éléments odonymiques de la ville. Voilà, donc vraiment des ressources locales. Voilà. Question des ressources maintenant, pour terminer. Voilà, qui est une partie qui est aussi importante. Alors, ce qu'on proposait en premier, c'était la question de revenir sur la construction du projet, avec l'importance donc de la manière dont on peut mobiliser une équipe pédagogique et une équipe disciplinaire. Alors, voilà, on a mis quelques pistes sur le diapo, mais il y avait notamment l'importance. Alors, pour certains établissements, il y a possibilité de mobiliser les réunions de concertation, donc pour les REP+. Voilà, des réunions qui peuvent être sur différents temps aussi. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est vraiment ce travail en amont qui peut se faire et qui doit se faire sur la construction des projets qui doivent être conçus en équipe, avec l'idée vraiment d'anticiper et de s'adapter, toujours aussi aux contraintes des collègues. Réfléchir également à aux questions des progressions et des programmations communes, et notamment à l'élaboration possible pour nos classes de grilles de compétences liées à des projets, ce qui va aussi donner sens justement à la démarche et vraiment nous permettre de rentrer sur de l'interdisciplinarité et non pas uniquement sur une simple association de disciplines. Vraiment, on est vraiment sur des disciplines qui vont trouver un sens de manière complémentaire. Voilà, donc ça, c'est un premier point qui est important parce que ces démarches de projet sont aussi des démarches évidemment d'équipe. Deuxième point, c'est finalement aussi un peu le nerf de la guerre avec la question des financements et des partenariats. Alors, les financements, on a aussi la chance dans le département de la Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a plusieurs collègues qui sont connectés, qui sont présents ici, qui travaillent dans le département. Donc, c'est qu'on a beaucoup de projets qui sont proposés, notamment par le département, donc des projets CAC dont je vous parlais tout à l'heure. On a également des appels à projets qui sont proposés sur Adage. Donc, c'est vrai que c'est important de les consulter, de regarder ce qui nous est proposé. On a les ressources également qui sont disponibles sur le site de la DAC. Donc, le département, bien sûr, les différentes structures territoriales aussi. Les partenaires, c'est évidemment les associations, la municipalité, nos différentes communes, les fondations également qui sont présentes. Les associations font un travail remarquable justement notamment sur les questions qui sont liées avec le CNRD, pour continuer à transmettre la mémoire. Et elles sont toujours extrêmement disponibles pour intervenir et pour aider, accompagner les projets et les classes sur ces démarches. Voilà. Ça me permet de faire le lien justement avec la question des concours scolaires. Ces concours scolaires, bon, ils sont nombreux. J'ai mis le lien sur le site justement, puisqu'il y a eu un webinaire
l'an dernier sur les concours scolaires. Alors ces concours, ils sont extrêmement valorisants aussi pour les élèves, et puis ça permet de donner, alors en lien justement aussi avec la recherche de financement, c'est aussi un atout quand on dépose des dossiers de subvention. C'est quand même pas la partie la plus agréable et la plus facile à faire, et pour laquelle on est la mieux formé, évidemment. Mais voilà. Mais pourtant, c'est indispensable, évidemment, quand on veut travailler avec des intervenants. Et c'est vrai que quand on s'inscrit dans une démarche liée à un concours scolaire, il y a quand même aussi ça rassure justement les associations, les fondations, les partenaires. Et pour pour échanger régulièrement avec eux, c'est quand même un atout aussi qui est aussi important. Voilà. Et puis c'est extrêmement valorisant pour les élèves qui sont voilà, de les engager sur ces démarches comme ça de restitution. Ça donne un cadre également, des bornes en termes de chronologie à nos démarches. Sur les partenaires, maintenant, je voudrais faire le lien ensuite avec bien hop, au niveau des ressources. Sur les référents, donc les référents, bah, évidemment les professeurs référents culture qui sont dans l'établissement. Il y a des référents qui sont au sein des différentes SDEN. On a aussi, bien sûr, nos équipes d'inspecteurs qui sont présents. Et puis, je voudrais simplement dire un mot, puisque je sais que quelques-uns sont connectés aussi, sur le réseau des professeurs relais. Donc, il y a une quarantaine de structures qui sont une quarantaine de professeurs relais qui sont rattachés à des structures culturelles dans l'académie et aussi dans des structures parisiennes, et qui sont présents justement pour vous accompagner dans vos démarches de projet. Et voilà, donc je pense qu'il faut absolument pas hésiter à les mobiliser, à les contacter. Je vous ai mis un diapo avec justement le lien et puis quelques collègues qui sont en lien avec donc, les structures d'archives, puisqu'on a beaucoup parlé d'archives justement. Voilà. Et alors, je vous ai également, donc on va pas les visionner ici aujourd'hui maintenant, mais en tout cas, vous avez des vidéos des différentes structures d'archives départementales des années 93 ici, avec donc la professeure relais qui est Émilie Perrault. Vous avez ici une vidéo et une présentation des structures pédagogiques des années 94, donc des archives départementales du Val-de-Marne, et puis enfin des archives diplomatiques de Seine-et-Marne, avec donc Christian qui est présent ici et qui a transmis donc cette vidéo pour la présentation de sa structure et puis l'offre pédagogique. Donc, ce qui est quand même intéressant aussi dans le département de Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a une structure d'archives qui est quand même extrêmement riche et qui propose des documents pour aborder justement le territoire de proximité avec vos élèves. Voilà, merci. On arrive au bout de ce webinaire. Alors, on a posé sur le digipad dont vous avez l'adresse ici, mais que vous retrouverez facilement par le diaporama et puis par le site académique, un certain nombre de ressources qui sont les ressources qui ont été présentées, les vidéos, les petites capsules audio également, mais aussi des détails sur les différents projets qui ont été présentés là. On en a présenté énormément, beaucoup. Alors, c'était une volonté de notre part, de façon à ne pas être modélisant sur un type de projet en particulier, mais à vous montrer que, quel que soit le territoire dans lequel vous êtes installé, vous pouvez trouver dans le local l'occasion de monter des séances pédagogiques avec vos élèves qui seront, j'en suis certain, de très grande pertinence. Sur le digipad en question, on a aussi posé un certain nombre de ressources telles que les autorisations de sortie, des modèles d'autorisation de sortie, etc., de droit à l'image, de façon à ce que si vos établissements n'en sont pas dotés de façon simple, vous puissiez les retrouver et limiter autant que possible les aspects pénibles de l'administratif, mais qui sont malgré tout indispensables. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions à poser, si vous voulez revenir sur une idée ou sur une autre, un projet ou sur un autre. N'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à profiter du chat pour cela. Alors, si tu l'affiches, ça sera...
C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des... Oui, les professeurs relais en archives font quand même un très gros travail en proposant des modules qui sont vraiment très bien perçus par les collègues qui en profitent. Alors vraiment, n'hésitez pas. Euh, D'autant que les archivistes sont, dans leur immense majorité, très heureux de nous recevoir parce que ça remplit leur salle. Et vous savez bien qu'avec les dématérialisations des registres paroissiaux en particulier, les salles d'archives ont un peu tendance à être vidées par les généalogistes et donc ils aiment recevoir des scolaires. Et vraiment, c'est encore une fois, enfin, il faut profiter de l'offre qu'on a sur l'Académie de Créteil, c'est-à-dire que vous avez évidemment les archives des 3 départements, vous avez en plus les archives nationales qui sont accessibles, en plus les archives nationales sont accessibles directement en métro. Alors oui, c'est la ligne 13, d'accord, mais depuis que la 14 a été prolongée, c'est beaucoup mieux en plus. Mais c'est quand même, c'est accessible au métro. Vous avez les archives diplomatiques à la Courneuve. Enfin, il y a une richesse très importante et vraiment des documents qui permettent de voir vraiment, de voir autrement l'enseignement et de voir autrement pour les élèves leur territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche toujours vraiment très bien avec les élèves, hein. Donc et encore une fois, cette dimension d'enquête, et puis on a aussi quand Fabien parlait de concours scolaires, dans ces concours scolaires et autour de cette recherche, il y a aussi une dimension pluridisciplinaire qui peut s'articuler, hein, et qui peut vraiment, là c'était que ce soit avec le français, avec les arts, donc c'est aussi une façon de profiter, d'utiliser vraiment la richesse de la région parisienne et de montrer que la richesse de la région parisienne ne se limite pas justement ne se limite pas à la capitale et à une extension qui serait Versailles, par exemple, mais qui est très bien, hein, c'est très important qu'ils aillent à Paris, c'est très important qu'ils puissent aller à Versailles, mais c'est bien qu'ils se rendent compte que le lieu où ils vivent est quand même un lieu avec une histoire souvent extrêmement riche, hein. Bon, ouais. Monsieur Thomas Saint-Denis, pour ça, c'est vraiment le cas où bon, on a quand même une histoire particulièrement importante, mais en effet, quand vous venez, même en Seine-et-Marne, en effet, sur l'industrialisation de Noisiel, la chocolaterie, enfin, voilà, on a toute une série de lieux véritablement qui sont extrêmement intéressants et qui permettent aussi aux élèves de montrer finalement toutes les transformations et de vivre, de ressentir toutes ces transformations. Et je pense que c'est quelque chose. On va continuer l'année prochaine à travailler sur ces questions-là à travers des propositions de formation et on sera ravis également d'échanger, de recevoir des propositions, hein, de la part de collègues qui pourraient avoir envie justement d'exploiter les ressources locales. Alors, est-ce que... Ouais, ça c'est peut-être pour me... Sur le service des archives de la Défense de Vincennes. Est-ce que le service d'archives de la Défense de Vincennes est accessible à des scolaires? Alors oui, alors il n'y a pas de... Je ne suis pas un spécialiste, hein. Moi, quand j'y suis allé, j'avais contacté en amont et on avait la possibilité d'y aller. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un service éducatif à Ils font des ateliers. en parler. Il y a Ouais. des ateliers proposés, mais ouais, il y a des ateliers proposés.
Qui sont déjà clients, enfin, je veux dire, qui sont IN9? Ok, d'accord. Il y a aussi au Fort d'Ivry, sur les archives audiovisuelles de l'armée. Il y a toute une offre également qui est intéressante. Ouais. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, et j'en reviens toujours aux jeunes collègues en réalité, quand on fait de la géographie sensible, bon, des jeunes collègues qui arrivent dans l'académie, quand ils viennent de Toulouse ou de Bordeaux, pour en avoir rencontré un certain nombre, ils ne sont pas forcément très souriants à leur arrivée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les élèves, et vous reprendrez les textes qui sont dans le PowerPoint en particulier, et qu'on leur demande de décrire leur quartier, quand on fait de la géographie sensible, les deux mots qui reviennent, c'est un, c'est très grand, et deux, c'est très beau. Voilà. Et là, il y a une dissociation entre la représentation que peut avoir l'adulte provincial de la banlieue parisienne et le jeune qui y habite. Et c'est vraiment très intéressant de mettre en rapport et en opposition ces deux éléments-là pour voir un petit peu que ce sont des quartiers qui sont habités et qui sont habités avec plaisir. Voilà. Et donc qui peuvent être réhabilités aux yeux même de ceux qui les pratiquent. Ouais, ouais. Et puis certaines, je pense, à l'époque, quand j'enseignais à Pantin, j'avais pas mal d'élèves qui venaient de la Cité des Courtières, vraiment montrer aussi tout ce qu'a été en termes de projet architectural et de progrès urbanistique à l'époque, cette cité. C'était vraiment intéressant, hein, puisque bon, ça valorisait quand même, on voyait un territoire qui ensuite a été quand même pas mal dégradé. Donc ça permettait en effet, parce que oui, les élèves ressentent vivre dans ce territoire, ils sont attachés et leur montrer justement cette réflexion, cette dimension patrimoniale, là aussi, hein, que le patrimoine, c'est pas uniquement les musées parisiens, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien et qui leur permet aussi d'avoir cette réflexion historique sur l'histoire contemporaine, puisque l'aménagement du territoire, c'est justement, plus de la géographie, les grands ensembles, c'est de l'histoire. Mais voilà, donc encore une fois, c'est quelque chose de vraiment très, très important, je pense, hein, pour nos élèves. Et puis, en effet, pour un professeur que j'ai été, hein, qui arrive de province et qui est nommé là, c'est une façon aussi de rentrer dans le territoire et de mieux connaître aussi son environnement, son public. Hein. Il y avait à l'époque, en sixième, la sortie dans l'environnement proche du collège. Il y avait, quand j'étais prof en lycée, le premier cours sur les aménagements en l'espace proche du lycée. Je trouvais que c'était des très bonnes façons de rentrer notamment en sixième par exemple, de rentrer dans la géographie et de faire comprendre aux élèves ce qu'on entendait faire avec la géographie. Ça, c'est vrai que si on peut le faire, c'est vraiment bien. Comme le travail sur habité, voilà. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie pour votre écoute. On vous souhaite bon courage pour cette suite de semaines et puis de dernière Puis période cette fin d'année, scolaire. voilà. Voilà. Et puis, vous trouverez donc tout sur le site On académique. fera un site et on enverra aux professeurs, soit par la newsletter, soit par un message, le lien pour consulter tous ces éléments. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas aux collègues qui vous apportent des ressources, je trouve, extrêmement riches, extrêmement importantes. Et on continuera à travailler sur cette thématique qui nous semble véritablement extrêmement intéressante et porteuse. Merci. Bon après-midi.